La compotée d'érel s'était figée en un cercle cramoisi parfait sur ma belle porcelaine, intacte, comme tant de choses dans cette maison qui avait autrefois compté. Je la fixais à travers la fenêtre de la cuisine, regardant la lumière de novembre s'estomper derrière le chêne qu'Étienne et moi avions planté il y a 32 ans en achetant cet endroit. À l'époque, je pensais construire quelque chose de permanent. À l'époque, je croyais à la mythologie de la famille. « Maman, tu viens ? On va porter le toast. » La voix de mon fils Antoine portait cette pointe d'impatience familière, le même ton qu'il utilisait depuis ses 12 ans quand je lui demandais de ranger sa chambre. Sauf que maintenant, il en avait 38, et la chambre était ma vie entière. J'ai lissé ma robe, la bleu marine avec les petits boutons de nacre dont Étienne disait toujours qu'il faisait ressortir mes yeux, et je suis retournée dans la salle à manger. La table croulait sous le poids de la tradition. Le gigot d'agneau que j'avais commencé à préparer à 5 heures du matin. La farce faite, selon la recette de ma mère. Le gratin de haricots verts que personne n'aimait vraiment, mais que tout le monde attendait. 18 personnes se pressaient autour de la table en acajou qui avait appartenu à ma grand-mère. Leurs visages étaient empourprés par le vin et la cruauté confortable de la famille. Antoine se tenait au bout de la table, sa femme Chloé à ses côtés, sa main manucurée posée de manière possessive sur son épaule. Elle portait un pull couleur crème qui coûtait probablement plus que mon budget d'épicerie mensuel. Ses cheveux blonds étaient coiffés en ces ondulations parfaites qui ne viennent que des salons de coiffure de luxe. Tout chez Chloé criait l'argent, le genre d'argent qui fait oublier aux gens leurs manières, leur gratitude, leur humanité fondamentale. « Avant de manger, » annonça Antoine en levant son verre de vin, « je voudrais porter un toast. » Sa voix avait la même qualité théâtrale qu'il avait héritée de son père, le même besoin d'être le centre de l'attention. À la femme qui m'a appris ce qu'il ne fallait pas devenir. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Autour de la table, les visages se sont tournés vers moi, avec un mélange d'embarras et d'amusement cruel. Ma belle-fille, Amélie, mariée à mon fils cadet, Bastien, a carrément ricané. Mon petit-fils, Léo, à peine 20 ans, a baissé les yeux sur son assiette, le visage rouge de honte, par procuration. Mais les autres, ils appréciaient ça. Ils se nourrissaient de mon humiliation comme des vautours. « Antoine, » dis-je doucement, ma voix stable malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. « Quoi, maman ? C'est juste une blague. » Il a souri. Ce même sourire de garçon qui l'avait sorti d'affaire toute sa vie. « Allons, tu sais que je plaisante. Tu m'as appris à travailler dur, à ne pas me contenter de moins. Tu m'as montré à quoi ressemblait la médiocrité, et j'ai juré de ne jamais vivre comme ça. La médiocrité. » Le mot résonnait dans mon esprit alors que je regardais autour de la table le festin que j'avais passé 3 jours à préparer. La maison que j'avais entretenue de mes propres mains pendant 3 décennies. Les visages des gens pour qui j'avais tout sacrifié. C'était ça la médiocrité selon mon fils aîné, selon cette femme qui avait cumulé 2 emplois pour lui payer ses études, qui avait vendu sa bague de fiançailles pour payer son mariage, qui avait gardé ses enfants gratuitement chaque week-end, pendant que lui et Chloé allaient à la faire des dégustations de vin à Bordeaux. Cette femme était médiocre. « Tu sais quoi, Antoine ?» dis-je en me levant lentement. Mes jambes semblaient être tremblantes, mais ma voix devenait plus forte. « Tu as tout à fait raison. » La pièce est devenue silencieuse. Quelqu'un avait éteint le match de foot en arrière-plan, et je pouvais entendre la vieille horloge dans le couloir marquer le temps de son tic-tac implacable. « Je t'ai appris ce qu'il ne fallait pas devenir, » continuai-je en marchant autour de la table vers lui. « Je t'ai appris à ne pas être généreux. Je t'ai appris à ne pas être reconnaissant. Je t'ai appris à ne pas être gentil. » Je me suis arrêtée devant lui, assez près pour sentir l'eau de Cologne coûteuse que Chloé lui avait probablement achetée. « Je t'ai appris toutes ces choses, en étant leur contraire, en étant assez sotte pour croire que l'amour et le sacrifice signifiaient-ils quelque chose. » Je me suis penchée et j'ai embrassé son front comme je le faisais quand il était petit et qu'il avait peur du noir. Sa peau était chaude et familière, et pendant un instant, je me suis souvenue du garçon qu'il était.
celui qui se glissait dans mon lit pendant les orages, qui m'apportait des pissenlits du jardin en les appelant des fleurs. « C'est pour ça que j'ai changé le testament ce matin », lui chuchotai-je contre la peau. « Joyeuse fête !» Le silence qui a suivi était différent du précédent. Ce n'était pas le silence gêné de la maladresse sociale. C'était le silence d'une maison juste avant que le toit ne s'effondre, quand tout le monde sait que quelque chose de catastrophique est sur le point de se produire, mais que personne ne peut encore tout à fait le comprendre. Le visage d'Antoine est devenu blanc. « Qu'est-ce que tu as dit ?» ?»« J'ai dit que j'ai changé le testament ce matin, à 9 heures précises. Maître Dubois est mon avocat depuis 23 ans, et il a été très compréhensif quant à l'urgence. J'ai regardé autour de la table tous les visages qui me fixaient. Vous voyez, j'ai eu une révélation hier en faisant les courses pour ce charmant repas. J'achetais une dinde bio parce que Chloé a mentionné qu'elle ne mange que du bio. Et je calculais combien je devrais puiser dans mon fonds de retraite pour me la permettre. Quand j'ai réalisé quelque chose, j'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Dans la cuisine, le minuteur s'est mis à sonner. Probablement les tartes que j'avais faites maison, la pomme et le potimarron, qui étaient des traditions familiales depuis, avant la naissance de la plupart de ces gens. J'ai réalisé que j'ai vécu comme une servante dans ma propre vie, me faisant de plus en plus petite pour accommoder le confort de tout le monde, dépensant mon argent, mon temps, mon énergie pour des gens qui me voient au mieux comme une obligation, au pire comme un embarras. Bastien, mon fils cadet, s'est agité sur sa chaise. « Maman, qu'est-ce que tu dis exactement ?»« Je dis que la maison dont tu avais prévu d'hériter, Antoine, celle que toi et Chloé mesuriez déjà pour cette rénovation de cuisine, elle ne te reviendra plus. Rien de tout ça. » Le minuteur continuait de sonner en arrière-plan, insistant et strident. Mais personne n'a bougé pour l'éteindre. Personne n'a bougé du tout. « À qui va-t-elle » La voix d'Antoine était à peine un murmure. J'ai souri alors, et c'était comme le premier vrai sourire que j'avais eu depuis des années. C'est la beauté des testaments, mon chéri. Ils sont pleins de surprises. L'odeur de la croûte de tarte brûlée a commencé à s'échapper de la cuisine, âcre et amère dans l'air chaud. J'ai marché vers la cuisine, mes talons claquant sur le parquet qu'Étienne et moi avions nous-mêmes rénové quand les garçons étaient petits. Sur le seuil, je me suis retournée. « Le dîner est prêt », ai-je annoncé. « S'il vous plaît, tout le monde, profitez-en. C'est le dernier repas de la Toussaint que je préparerai pour cette famille. » En disparaissant dans la cuisine, j'ai entendu la chaise d'Antoine grincer contre le sol, la respiration sifflante de Chloé, le murmure des voix montant comme une marée. Mais je ne me suis pas retournée. J'avais des tartes à sauver. Et pour la première fois depuis des décennies, je sauvais quelque chose juste pour moi. La cuisine était remplie de fumée. Mais ça ne me dérangeait pas. Parfois, les choses doivent brûler avant de pouvoir être reconstruites. Parfois, la destruction est le seul chemin vers la liberté. J'ai éteint le minuteur et ouvert la porte du four. Les tartes étaient ruinées, leur croûte noire, effriable. Mais je me suis surprise à rire en les sortant, le son résonnant sur les murs de la cuisine où j'avais passé tant d'années à nourrir des gens qui avaient oublié comment être reconnaissant. Derrière moi, je pouvais entendre la voix d'Antoine s'élever, exigeant des réponses que je n'étais pas prête à donner. Mais c'était le problème de demain. Ce soir, j'avais une décision à prendre qui changerait tout. La question était, étais-je enfin assez courageuse pour la prendre ? La salle à manger a explosé au moment où j'ai disparu dans la cuisine. À travers les minces cloisons, j'entendais la voix d'Antoine fendre le chaos comme une lame dans la soie. « Elle bluffe », a-t-il dit. Mais il y avait un tremblement sous sa confiance. Elle essaie juste d'attirer l'attention. Vous savez comment elle est. Comment elle est ? C'était Bastien, mon fils cadet. Sa voix plus aiguë que d'habitude. Antoine, quand est-ce que maman a déjà menacé de changer son testament ? Quand a-t-elle déjà fait quelque chose comme ça ? Je me tenais à l'évier de la cuisine, passant de l'eau froide sur mes poignets. Une vieille astuce que ma mère m'avait apprise pour rester calme. L'eau était glaciale contre ma peau, m'ancrant dans le moment présent. Dehors, par la fenêtre,
Le chat du voisin traversait délicatement la pelouse, couverte de givre, indépendant et sûr de lui. J'enviais ce chat. Elle est contrariée à cause du toast. La voix de Chloé passait clairement à travers le mur. C'était juste une blague. Elle est complètement déraisonnable. C'était drôle. C'était Léo, mon petit-fils. Sa jeune voix coupant la conversation des adultes. Parce que personne ne riait, à part vous. Mamie avait l'air comme si vous l'aviez giflé. « Léo, mêle-toi de tes affaires !» a claqué Antoine. « Les adultes parlent. J'ai 20 ans. Je suis un adulte. » Il y avait quelque chose dans la voix de Léo que je n'avais jamais entendu auparavant. Un acier qui me rappelait ma propre mère. Et j'ai vu le visage de Mamie. Ce n'était pas une blague. C'était méchant. La porte de la cuisine s'est ouverte et Antoine est apparu, le visage rouge de vin et de colère. Il avait hérité de la carrure de son père, grand et large d'épaules. Mais là où Étienne se tenait avec une dignité tranquille, Antoine avait la posture agressive d'un homme qui n'avait jamais été vraiment défié. « Maman, il faut qu'on parle. Je ne me suis pas retournée. » Au lieu de cela, je me suis concentrée sur le raclage des restes brûlés des tartes dans le broyeur. Le son était dur et final, comme si on broyait des os. « Je suis occupée à nettoyer tes dégâts. »« Mes dégâts ?» Sa voix a monté d'une octave. « C'est toi qui viens d'annoncer que tu déshérites tes propres enfants pour une blague inoffensive. »« Inoffensive ?» Je me suis retournée lentement, m'appuyant contre le comptoir. « Dis-moi, Antoine, qu'y a-t-il d'inoffensif à humilier ta mère devant 18 personnes? Qu'y a-t-il d'inoffensif à la traiter de médiocre après qu'elle ait passé les 3 derniers jours à préparer un festin pour ta famille ingrate ?» Il a passé ses mains dans ses cheveux, un geste que je reconnaissais de son enfance, le même mouvement qu'il faisait quand il était pris en flagrant délit de mensonge. « Écoute, peut-être que je suis allée trop loin, mais... peut-être... » J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. « Antoine, tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as traité de tout ce que tu ne voulais pas devenir. Tu as transformé mon amour en une fable édifiante. Tu as fait de moi un avertissement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Alors, qu'est-ce que tu voulais dire ?» J'ai fait un pas vers lui et il a reculé. « Explique-moi ce que tu voulais dire quand tu as dit que je t'ai appris à ne pas te contenter de la médiocrité. Explique comment c'était censé être un compliment. » Derrière Antoine, Bastien est apparu dans l'embrasure de la porte, sa femme Amélie planant derrière lui. Bastien avait toujours été le plus doux de mes 2 fils, plus proche de son père par le tempérament. Mais même son visage était dur maintenant, calculateur. « Maman, » dit Bastien prudemment, « peut-être qu'on devrait tous s'asseoir et en parler rationnellement. » Rationnellement ? J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, celui avec les tournesols délavés qu'Antoine m'avait offert pour la fête des mères, quand il avait 8 ans. Vous voulez parler rationnellement de la façon dont votre frère vient de m'humilier publiquement. Et maintenant vous vous inquiétez tous pour votre héritage ? Ce n'est pas une question d'argent, a dit Amélie, bien que sa voix manque de conviction. C'est une question de famille, de ne pas prendre de décision hâtive quand on est émotive. J'ai étudié son visage, le maquillage parfaitement appliqué, la robe de créateur, les bijoux qui coûtaient leur plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Amélie avait épousé Bastien il y a 3 ans, une romance éclair qui avait commencé 6 mois après la mort de sa première femme. Elle était arrivée avec sa jeunesse et son ambition, et Bastien avait été reconnaissant pour la distraction de son deuil. « Tu as raison, » dis-je doucement. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. C'est reconnaître que je ne suis pas juste une vieille femme qui existe pour servir votre convenance. Personne ne pense ça, dit Antoine. Mais sa voix était creuse. Vraiment ? J'ai sorti de mon sac à main un morceau de papier plié. C'est une liste que j'ai faite hier en faisant les courses. Vous voulez l'entendre ? Maman, au cours des 6 derniers mois, continuai-je en dépliant le papier, j'ai gardé tes enfants 16 fois, Antoine. 16 fois, toi et Chloé m'avez appelé à la dernière minute parce que votre baby-sitter habituel avait annulé, ou que vous aviez un dîner d'urgence avec des clients, ou que vous vouliez juste une soirée en amoureux.
16 fois j'ai annulé mes propres projets pour vous accommoder. Le visage d'Antoine devenait de plus en plus rouge. « Tu es notre mère. C'est ce que font les grands-mères. »« Vraiment ?» J'ai regardé la liste. Au cours de ces mêmes 6 mois, tu m'as rendu visite 2 fois. 2 fois ? Les 2 fois parce que tu avais besoin de quelque chose. Une fois pour emprunter ma voiture quand la tienne était au garage. Une fois pour me demander de me porter garante pour un prêt pour la rénovation de votre cuisine. Ce n'est pas juste, Bastien. J'ai continué, sans lever les yeux du papier. Tu m'as appelé exactement 1 fois le mois dernier pour me demander si je pouvais aller chercher Amélie à l'aéroport parce que ta réunion s'était prolongée. Quand j'ai mentionné que je me sentais seule, tu m'as dit de me trouver un hobby. La cuisine était devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du son lointain du match de foot que quelqu'un avait rallumé dans le salon. Par l'embrasure de la porte, je pouvais voir les autres membres de la famille faire semblant de ne pas écouter, tout en s'efforçant d'entendre chaque mot. « Et l'argent ?» dis-je, ma voix se faisant plus forte. « Devrions-nous parler de l'argent ? La compte que je t'ai donnée pour ta maison, Antoine ? Les 20 000 € que tu as empruntés il y a 2 ans et que tu n'as jamais mentionné de rembourser ? La carte de crédit pour laquelle je me suis portée garante, Bastien, que tu as utilisée au maximum, puis sur laquelle tu as fait défaut, me laissant payer. On ne t'a jamais demandé de le faire, a commencé Bastien. Non, vous n'avez pas demandé. Vous vous y attendiez simplement. Vous avez simplement supposé que parce que je suis votre mère, parce que je vous aime, parce que j'ai toujours été là, que je continuerai à être là pour toujours, que je continuerai à me faire de plus en plus petite, jusqu'à ce que je disparaisse complètement. J'ai plié le papier et l'ai remis dans mon sac à main. Mais je ne disparais pas. J'ai 62 ans, et il me reste peut-être 20 bonnes années si j'ai de la chance. Je ne vais pas les passer à être votre servante non rémunérée. 62 ans ? La voix d'Antoine s'est brisée. Maman, tu as 62 ans. Tu ne peux pas simplement jeter ta famille par-dessus bord. Je ne jette pas ma famille par-dessus bord, dis-je. Je jette la version de moi-même qui a permis à ma famille de profiter de moi. Derrière eux, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer, suivie par le bruit de pas sur le parquet. Un instant plus tard, Léo est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine, sa veste à la main. « Mamie, dit-il doucement, je m'en vais. C'est... » Il a regardé les adultes dans la pièce, son jeune visage plein de dégoût. « C'est dégueulasse, tout ça. »« Léo, dit Antoine sèchement, tu ne vas nulle part. Nous avons une discussion de famille. »« Non, dit Léo, et sa voix était calme et claire. Vous avez une intervention familiale parce que vous vous inquiétez pour votre héritage. Il y a une différence. » Il s'est approché de moi et m'a embrassé sur la joue. « Joyeuse fête, mamie. Je suis désolée qu'il soit si... »« Surveille ton langage, » dit Amélie automatiquement. « La vérité, » a répondu Léo. Il m'a regardé à nouveau. « Je peux t'appeler demain ? Je veux entendre parler de cette histoire de testament quand ils ne seront pas là. » Je lui ai souri. Le premier vrai sourire que j'avais ressenti de toute la journée. J'aimerais beaucoup. Après le départ de Léo, la cuisine semblait plus petite, plus suffocante. Antoine et Bastien ont échangé des regards, une communication silencieuse passant entre eux. Ils planifiaient là quelque chose, élaboraient une stratégie. Je pouvais le voir sur leur visage. « Maman, » dit finalement Bastien, « peut-être que tu devrais parler à quelqu'un. Un thérapeute ou... » « Ou quoi ?» l'interrompis-je. « Un médecin. Quelqu'un qui peut me déclarer mentalement incompétente pour que vous puissiez contester le testament. » Le regard qui passa entre mes fils me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils y avaient déjà pensé. Ils planifiaient déjà ma destruction. « Sortez, » dis-je doucement. « Maman, sortez de ma maison. » Ma voix était de l'acier maintenant, forgée dans le feu de 38 ans de maternité et de déception. Vous tous, maintenant. Tu ne peux pas juste... Je peux faire tout ce que je veux. C'est ma maison, mes règles, ma vie.
J'ai marché jusqu'à la porte de la cuisine et je l'ai tenue ouverte. « Sortez !» Ils sont finalement partis avec des protestations marmonnées et des regards blessés. Je suis restée dans l'embrasure de la porte et je les ai regardés rassembler leurs familles, leurs manteaux, leur indignation vertueuse. La maison semblait différente à leur départ, plus légère en quelque sorte, comme si un poids que je n'avais pas réalisé que je portais avait été soulevé. Le dernier à partir fut Antoine. Il s'est arrêté à la porte, son visage un masque de blessure et de colère. « Tu le regretteras », a-t-il dit. « Peut-être », ai-je répondu. « Mais je le regretterai en femme libre. » Après que la porte se soit refermée derrière lui, je suis restée dans le couloir vide, écoutant le silence. Pour la première fois depuis des années, la maison était vraiment à moi. La question était: qu'allais-je en faire? Le silence a duré exactement 12 minutes. Je le savais parce que j'étais restée là à compter les tic-tac de l'horloge, laissant le vide m'envahir comme un baptême. Puis, le téléphone a sonné. Je l'ai laissé sonner, sonner et sonner. Il s'est arrêté puis a recommencé immédiatement. Antoine, sans aucun doute, appelant de sa voiture pour livrer l'ultimatum qu'il avait élaboré sur le chemin du retour. Le répondeur s'est déclenché après 6 sonneries. La voix d'Étienne, toujours préservée après 3 ans, chaude et stable. « Vous êtes chez Étienne et Hélène. Veuillez laisser un message. »« Maman, c'est Antoine. » Décroche le téléphone. Nous devons discuter de cela comme des adultes. Tu fais une erreur et j'essaie de t'aider à la réparer avant que tu ne fasses quelque chose que tu regretteras pour toujours. Clic! Le téléphone a de nouveau sonné 30 secondes plus tard. « Madame, c'est Chloé. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Antoine est contrarié et je pense que nous devrions tous nous asseoir demain et en parler calmement. Je suis sûre que nous pouvons trouver un arrangement. » Trouver un arrangement. Comme si ma dignité était une négociation commerciale. Clic. Le 3e appel est arrivé 5 minutes plus tard. Bastien, cette fois, la voix tendue d'anxiété. « Maman, Antoine m'a dit ce que tu as dit à propos du testament. Écoute, si c'est une question d'argent, on peut en parler. Peut-être qu'on peut mettre en place une sorte d'accord. Rappelle-moi, d'accord? Ne fais rien de précipité. Un accord. » Mon propre fils voulait négocier les termes de mon amour. Je suis allée au répondeur et je l'ai débranché. Puis j'ai débranché le téléphone de la cuisine, celui de ma chambre, celui de l'ancien bureau d'Étienne. Le silence qui a suivi n'était plus vide. Il était plein de possibilités. Je me suis versé un verre du bon vin, la bouteille que j'avais gardée pour une occasion spéciale qui ne semblait jamais arriver. Le Bordeaux qu'Étienne avait acheté pour notre 30e anniversaire. Celui que je m'étais dit que je boirais quand les garçons seraient diplômés, quand ils se marieraient, quand ils auraient des enfants, quand ils apprécieraient enfin ce que j'avais sacrifié pour eux. Eh bien, ce soir était assez spécial. Ce soir était la nuit où j'arrêtais d'attendre la permission de vivre ma propre vie. Le gigot reposait abandonné sur la table de la salle à manger, sa peau dorée maintenant froide et figée. 18 couverts l'entouraient, comme un jury de ma vie antérieure. Chaque assiette témoignant de la femme que j'étais, celle qui mesurait sa valeur à sa capacité à servir les autres. J'ai commencé à débarrasser la table méthodiquement, raclant les assiettes dans le broyeur, empilant la porcelaine avec l'efficacité acquise au fil des décennies. Mais au lieu de les laver, je les ai portées sur l'îlot de la cuisine et les y ai laissées. Le problème de demain, ce soir m'appartenait. Le vin me rendait courageuse. Ou peut-être était-ce simplement l'absence de leur voix, de leurs besoins, de leur désapprobation constante et latente. Je suis montée dans ma chambre, la mienne maintenant, pas la nôtre. Étienne était parti depuis 3 ans. J'ai ouvert le placard. Derrière les robes et les cardigans sages, derrière les vêtements que je portais pour me fondre dans la masse et prendre moins de place, était suspendue la robe rouge que j'avais achetée la semaine après les funérailles d'Étienne et que je n'avais jamais portée. Je l'avais essayée dans le magasin, me surprenant moi-même de la façon dont elle transformait mon reflet. La couleur faisait ressortir l'argent de mes cheveux, rendait ma peau éclatante. La coupe était élégante,
mais audacieuse. Rien à voir avec les vêtements informes dans lesquels je me cachais. La vendeuse, une fille assez jeune pour être ma petite-fille, avait applaudi et dit « Vous êtes magnifique, vous devriez absolument la prendre. » Mais quand je l'avais ramenée à la maison, Antoine était là, réparant un robinet qui fuyait. Il avait vu le sac de course et avait fait une remarque sur le fait de s'habiller selon son âge, de ne pas vouloir se ridiculiser. Alors, la robe était restée dans mon placard pendant 3 ans, les étiquettes encore attachées, attendant un courage que je n'étais pas sûre de posséder. Ce soir, je le possédais. Je me suis glissée hors de la robe bleu marine avec ses boutons sages, et j'ai enfilé la rouge. La soie a chuchoté contre ma peau, comme un secret. Je me suis regardée dans le grand miroir qu'Étienne avait installé lorsque nous avions rénové la chambre 10 ans auparavant. La femme qui me regardait n'était pas la mère médiocre à laquelle Antoine avait porté un toast. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un avec du feu dans les yeux et de l'acier dans la colonne vertébrale. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un SMS d'un numéro inconnu. « Mamie, c'est Léo. J'ai enregistré ton numéro depuis le téléphone de papa. Tu vas bien ? C'était vraiment classe ce que tu as fait ce soir. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » J'ai souri en répondant « Je vais plus que bien. Merci de m'avoir défendu. » Sa réponse est arrivée immédiatement. Ils l'ont mérité. Papa et oncle Antoine parlent de toi depuis des années quand tu n'es pas là. Je suis désolée de n'avoir jamais rien dit avant. Le vin et la révélation m'ont frappée simultanément. Ils s'étaient moqués de moi dans mon dos, transformant mon amour en une blague qu'ils partageaient quand je n'étais pas là pour l'entendre. La femme qui leur avait tout donné était devenue leur source de divertissement privé. Mes doigts tremblaient en tapant. Quel genre de chose? Peut-être qu'on devrait en parler en personne. Tu es libre pour déjeuner demain? Quelque part où ils ne te chercheront pas. Oui, envoie-moi l'adresse par SMS. J'ai posé le téléphone et je suis allée dans le bureau d'Étienne, la pièce que j'avais gardée exactement comme il l'avait laissée. Ses livres tapissaient les étagères. Ses lunettes de lecture étaient encore posées sur le bureau, à côté des mots croisés sur lesquels il travaillait le matin de sa mort. J'en avais fait un sanctuaire. Mais ce soir, cela ressemblait à une prison. Sur son bureau, à côté des lunettes, se trouvait le dossier que Maître Dubois m'avait donné ce matin-là. Le Nouveau Testament, dûment attesté et notarié, juridiquement contraignant et irrévocable. Je l'ai ouvert et j'ai relu les pages, savourant chaque mot soigneusement choisi. À mes fils Antoine et Bastien, qui m'ont appris la différence entre l'amour et l'obligation, je lègue 1 euro, chacun en reconnaissance de la valeur exacte qu'ils ont accordée à mes contributions, à leur vie. À mon petit-fils Léo, qui m'a montré que le respect ne s'hérite pas, mais se gagne, je lègue ma voiture et 50 000 € pour poursuivre ses études sans le fardeau de la dette que son père et son oncle ont accumulé. Au refuge pour femmes battues du centre-ville, où je prévois de faire du bénévolat pour le reste de mes années, je lègue ma maison et la majorité de ma succession, afin que d'autres femmes puissent trouver le sanctuaire et le soutien que j'ai eu le privilège de découvrir trop tard. Et à moi-même, pour la première fois en 62 ans, je lègue la liberté de choisir mon propre chemin. La sonnette a retenti, stridente et insistante dans la maison silencieuse. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, près de 22 heures. Trop tard pour les visites de courtoisie, trop tôt pour les urgences. Je suis allée à la fenêtre du salon et j'ai regardé à travers les stores. La BMW d'Antoine était dans mon allée, moteur tournant. Il se tenait sur mon porche, se dandinant d'un pied sur l'autre comme un enfant qui a besoin d'aller aux toilettes. Derrière lui, Chloé attendait sur le siège passager, son visage illuminé par la lueur bleue de son téléphone. La sonnette a de nouveau retenti, suivie de coups secs. « Maman, je sais que tu es là. Il faut qu'on parle. » Je me suis reculée de la fenêtre, le cœur battant. L'ancienne Hélène aurait ouvert la porte, se serait excusée d'avoir contrarié tout le monde, les aurait suppliés de revenir et de faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. L'ancienne Hélène aurait déchiré le testament
et serait retournée être reconnaissante pour les miettes d'attention qu'il lui jetait. Mais l'ancienne Hélène ne portait pas de robe rouge. « Maman !» La voix d'Antoine devenait plus forte, plus désespérée. « Je ne partirai pas tant que tu n'ouvriras pas cette porte. Je suis allée au système d'interphone qu'Étienne avait installé après une alerte à l'effraction il y a 5 ans. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai parlé clairement. « Antoine, tu as 10 secondes pour quitter ma propriété avant que j'appelle la police. Tu ne peux pas être sérieuse. 10, 9, 8. Maman, je suis ton fils. 7, 6, 5. Je l'ai entendu dire quelque chose à Chloé. J'ai entendu des portières de voiture claquer. Par la fenêtre, j'ai regardé la BMW faire marche arrière dans mon allée, ses feux arrière disparaissant dans l'obscurité. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de pouvoir, de la réalisation enivrante que je pouvais dire non et que cela tenait. Je me suis versé un autre verre de vin et je suis retournée dans la salle à manger, regardant le festin abandonné avec un regard neuf. Toute cette nourriture, tout ce travail, toute cette tentative désespérée d'acheter de l'amour avec un gigot rôti et une compotée d'RL maison. Quel gâchis! Quel gâchis magnifique et nécessaire! Demain, je recommencerai à 0. Demain, je déjeunerai avec mon petit-fils et j'apprendrai ce que mes fils pensaient vraiment de moi. Demain, j'appellerai le refuge pour femmes et je me renseignerai sur le bénévolat. Demain, je commencerai le processus pour devenir la femme que j'aurais dû être depuis le début. Mais ce soir, je danserai dans ma robe rouge dans la maison qui était enfin entièrement mienne. Je finirai la bouteille de bon vin et mangerai les chocolats chers que j'avais gardés pour des invités qui ne venaient jamais. Je célébrerai la mort de l'ancienne Hélène, la femme qui avait confondu paillasson et amour. La grande horloge a sonné 10 fois, marquant l'heure de ma résurrection. Au loin, je pouvais entendre ma voisine Cécile jouer du piano, quelque chose de classique et de magnifique qui flottait dans l'air d'hiver comme une promesse. J'ai levé mon verre à la pièce vide, au gigot froid et aux rêves abandonnés, à la vie que j'étais enfin assez courageuse pour revendiquer. À la femme que je suis sur le point de devenir, dis-je à haute voix. Le son de ma propre voix, forte et certaine dans le silence, était la plus belle chose que j'avais entendue depuis des années. Je me suis réveillée le lendemain matin sans réveil, pour la première fois en 40 ans. Le soleil d'hiver filtrait à travers les rideaux de ma chambre, peignant des motifs géométriques sur le parquet. Pas de repas de fête à préparer, pas d'obligations familiales à remplir. Les besoins de personne à anticiper, sauf les miens. Le silence était luxueux. Mon téléphone affichait 17 appels manqués et 43 SMS. Je les ai tous supprimés sans les lire, et je suis descendue faire du café dans la cafetière à piston qu'Étienne m'avait achetée. Celle que je n'avais jamais utilisée parce qu'Antoine avait dit que c'était prétentieux et que le café filtre était assez bon pour les gens normaux. Le café était exceptionnel. À 11h30, je me suis rendue à l'adresse que Léo m'avait envoyée par SMS. Un petit café dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, à 20 minutes de chez moi, mais à un monde de mes lieux habituels. Le genre d'endroit avec des meubles dépareillés et de l'art local sur les murs, où les jeunes travaillent sur des ordinateurs portables et les baristas connaissent le nom de tout le monde. Je n'avais jamais été dans un endroit comme celui-ci. Léo était déjà là, assis dans une banquette d'angle, le dos au mur comme un jeune conspirateur. Il a levé les yeux quand je suis entrée et son visage s'est éclairé d'un sourire sincère, le premier que j'avais vu d'un membre de ma famille depuis des mois. « Mamie !» dit-il en se levant pour me serrer dans ses bras. « Tu as l'air différente. » Je portais la robe rouge sous mon manteau de laine, associée à des bottes que j'avais achetées il y a des années, mais jamais portées, parce que Chloé avait dit qu'elles étaient trop jeunes pour moi. Je me sens différente. Nous avons commandé un café pour lui, un thé pour moi. Quelque chose que je n'avais jamais essayé, mais qui m'avait toujours intriguée. Léo tripotait sa serviette, l'air plus âgé que ses 20 ans. « Alors, dit-il finalement, je suis dans quel pétrin pour hier? Avec moi? Aucun? Avec ton père? J'imagine pas mal.
Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Il m'a appelé à 6 heures ce matin, m'a dit que j'étais manipulée par une vieille femme instable et que je devais penser à mon avenir avant de choisir un camp. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit que je ne choisissais pas de camp. Je choisissais le bien contre le mal. Léo m'a regardé directement, son jeune visage sérieux. « Mamie, ce qu'ils disent de toi, ce n'est pas normal. Mon chai est arrivé, chaud et épicé de cardamome et de cannelle. » J'ai enroulé mes mains autour de la tasse, laissant la chaleur me stabiliser. « Dis-moi, tu es sûr de vouloir savoir, Léo? J'ai passé 62 ans à me protéger des vérités inconfortables. J'en ai fini avec ça maintenant. » Il a hoché la tête et a sorti son téléphone, faisant défiler ce qui ressemblait à une conversation de groupe. Ça date du mois dernier. Papa, oncle Antoine, tante Chloé et tante Amélie. Ils ont un groupe de discussion appelé « Gérer Hélène ». Le nom m'a frappé comme un coup physique. J'étais un problème à gérer, un fardeau à administrer. Lis-le-moi. La voix de Léo était basse, honteuse. Oncle Antoine a écrit « Maman a encore appelé pour dire qu'elle se sentait seule. Chloé pense qu'on devrait juste la laisser prendre un chat et arrêter d'attendre de nous qu'on soit son divertissement. » Puis papa a répondu « Elle doit accepter que nous avons nos propres vies. Les culpabilisations constantes commencent à vieillir. » Et tante Chloé a écrit « Au moins, quand elle mourra, nous n'aurons plus à faire semblant de nous soucier de ses sentiments. » J'ai posé ma tasse avec précaution, mes mains remarquablement stables. Quand elle mourra, il y a plus. La voix de Léo était à peine audible. Oncle Antoine a dit « Dieu merci. Étienne lui a tout laissé dans le testament. Quand ça nous reviendra, on pourra enfin vendre cette maison et partager l'argent. Peut-être qu'alors, on pourra se permettre de mettre les enfants dans une école privée. » Il planifiait à mort. Pas l'espérant exactement, mais certainement la planifiant, l'anticipant, calculant les profits de mon cadavre. La maison où Étienne et moi avions construit notre vie, où j'avais élevé leur père, où j'avais créé chaque bon souvenir qu'ils possédaient. Ce n'était que de l'immobilier pour eux. « Léo, » dis-je lentement, « je veux que tu comprennes quelque chose. Ce que je suis sur le point de faire, ça va empirer avant de s'améliorer. Ton père et ton oncle vont être très en colère contre toi pour m'avoir dit ça. Je m'en fiche. » Sa voix était ferme. « Adulte, ils ont tort. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas médiocre. Tu as élevé 2 hommes qui ont réussi. Tu t'es occupé de grand-père jusqu'à sa mort. Tu as été l'épine dorsale de cette famille pendant des décennies. Et ils te traitent comme si tu étais une parente embarrassante qu'ils doivent tolérer. » J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la sienne. « Merci de me voir, de voir la vérité. Alors, quel est ton plan ?» J'ai souri et j'ai pu sentir le tranchant dans ce sourire. La patience stratégique. Au cours des 2 heures suivantes, Léo m'a tout raconté. Les prêts que j'avais co-signés qu'il n'avait jamais eu l'intention de rembourser. Les fois où ils avaient ri de mes tentatives pathétiques de rester pertinentes dans leur vie. La façon dont ils s'étaient moqués de ma solitude, de ma cuisine, de mes vêtements, de toute mon existence, chaque fois que je n'étais pas là pour l'entendre. À chaque révélation, j'ai senti quelque chose en moi se cristalliser en une résolution dure comme le diamant. Il ne s'agissait plus seulement du testament, il s'agissait de justice. Quand nous avons quitté le café, Léo m'a serré dans ses bras en me disant au revoir et a promis d'appeler chaque semaine. Non pas parce que je l'avais demandé, mais parce qu'il le voulait. Je suis rentrée chez moi avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. La maison semblait différente quand je suis entrée. Pas vide, mais spacieuse, pleine de potentiel. Je suis montée dans le bureau d'Étienne et j'ai appelé le numéro que j'avais cherché ce matin-là. Le refuge de l'Aurore. C'est Édith qui vous parle. « Bonjour, je m'appelle Hélène. J'aimerais faire du bénévolat. » « C'est merveilleux. Pouvez-vous venir cette semaine pour un entretien? Nous avons toujours besoin de gens qui... » « En fait, » l'interrompis-je, « j'aimerais également discuter d'un don plus important. Je prévois de laisser ma maison et ma succession à votre organisation
et j'aimerais comprendre comment vous utiliseriez les ressources. » Le silence à l'autre bout du fil a duré plusieurs battements de cœur. « Madame, peut-être devriez-vous parler à notre directrice. Pouvez-vous patienter un instant ?» 5 minutes plus tard, j'avais un rendez-vous pour le lundi matin. Mon appel suivant était pour Maître Dubois, mon avocat. « Hélène, j'attendais votre appel. J'imagine que la journée d'hier a été mouvementée. »« Maître Dubois, j'ai besoin que vous rédigiez un document de plus. Une lettre d'intention concernant ma succession à livrer immédiatement à mes fils. » « Quel genre de lettre ? » ?»« Le genre qui leur fait savoir exactement où ils en sont. Je veux qu'ils comprennent que leur héritage n'est pas retardé. Il est parti pour de bon. Et je veux qu'ils sachent pourquoi. Hélène, en êtes-vous certaine ? Une fois que j'aurai envoyé cette lettre, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai pensé au groupe de discussion intitulé « Gérer Hélène ». J'ai pensé au toast d'Antoine, à la cruauté désinvolte de Chloé. À 38 ans, à accepter leur mépris en l'appelant « amour ». Envoyez-la aujourd'hui, Maître Dubois. Tout. Chaque détail du Nouveau Testament, chaque raison des changements, chaque euro qu'ils ne recevront pas. Je veux qu'ils comprennent toute l'étendue de leur perte. Et s'ils le contestent, alors ils perdront 2 fois. Je suis saine d'esprit. Le testament est blindé et j'ai des témoins de leur comportement. Qu'ils essaient. Après avoir accroché, j'ai traversé ma maison avec un regard neuf. Chaque pièce contenait des souvenirs de la femme que j'étais. Celle qui avait cuisiné, nettoyé, sacrifié et servi, espérant toujours qu'assez d'amour lui serait finalement rendu. Cette femme était partie maintenant, et je ne ressentais aucun chagrin pour son décès. Dans la cuisine, j'ai finalement attaqué la vaisselle du dîner de la Toussaint. Mais au lieu de mon efficacité habituelle et soignée, j'ai bougé lentement, pensivement. Chaque assiette représentait un choix que je faisais. Garder celle-ci parce que j'aimais son motif. Donner celle-là parce qu'elle ne me rappelait que l'obligation. Je curais ma vie pour la première fois, ne gardant que ce qui m'apportait de la joie. Mon téléphone a sonné à 15 heures. Antoine, bien sûr. J'ai répondu à la 4e sonnerie. « Allô ? » Maman. Sa voix était tendue, contrôlée. « Je viens de recevoir une lettre très intéressante de ton avocat. » « J'imagine que oui. Il faut qu'on parle, nous tous, ce soir. »« Non, pas la peine. »« Maman, tu ne peux pas être sérieuse à ce sujet. Laisser tout à des étrangers. Déshériter tes propres fils pour une blague stupide. »« Ce n'était pas une blague, Antoine. Et ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des femmes qui comprennent ce que c'est que de se sentir sous-évaluées et rejetées. Elles apprécieront ce que vous n'avez jamais pu apprécier. C'est insensé. Tu jettes notre famille par-dessus bord. Je ne jette pas notre famille. Je reconnais simplement qu'elle n'a jamais vraiment existé. Toi et Bastien l'avez clairement montré hier. Le silence s'est étiré entre nous, crépitant de 38 ans de ressentiment et de déception. « Tu le regretteras, » dit-il finalement. « La seule chose que je regrette, c'est d'avoir attendu si longtemps pour le faire. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. La lumière de l'après-midi déclinait quand j'ai entendu une voiture dans mon allée. Par la fenêtre, j'ai regardé Bastien sortir de sa berline. Ses épaules étaient affaissées par la défaite. Il a marché lentement vers ma porte, comme un homme se rendant à un enterrement. Cette fois, j'ai ouvert. « Bonjour, Bastien. » Il avait l'air plus âgé qu'hier, usé par la conversation qu'il avait dû avoir avec Antoine. « Maman, je peux entrer, s'il te plaît ?» Je me suis écartée et je l'ai laissé entrer. Il se tenait dans mon couloir comme un étranger, regardant autour de lui comme s'il le voyait pour la première fois. « Jolie robe, » dit-il doucement. « Merci. Maman, je sais que ce qu'Antoine a fait était mal. Le toast, les choses qu'il a dites. Mais ça, c'est trop. Tu détruis notre famille. » J'ai étudié son visage, cherchant un signe du garçon que j'avais élevé, celui qui m'apportait des pissenlits en les appelant des fleurs. Tout ce que je voyais était un homme d'âge mûr, calculant ses pertes. « Bastien, quand est-ce que tu m'as dit pour la dernière fois que tu m'aimais ?» Il a cligné des yeux, pris au dépourvu. « Quoi ?
Quand est-ce que tu m'as appelé juste pour savoir comment j'allais? Quand es-tu venu me voir pour la dernière fois sans avoir besoin de quelque chose? Ce n'est pas juste. Vraiment? Je suis allée au salon et je me suis assise, lui faisant signe de me rejoindre. Parle-moi de ta vie, Bastien. Parle-moi de ton mariage, de ton travail, de tes rêves. Dis-moi n'importe quoi qui ne concerne pas ce que tu attends de moi. Il s'est assis sur le bord du canapé, les mains jointes entre ses genoux. Pendant un long moment, il n'a rien dit. « Je ne peux pas », a-t-il chuchoté finalement. « Parce que tu ne me vois pas comme une personne, » dis-je doucement. « Tu me vois comme une fonction, une source de travail gratuit, d'argent d'urgence et de babysitting de dernière minute, mais pas comme une femme avec ses propres espoirs, besoins et sentiments. » Des larmes coulèrent sur son visage maintenant. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée, maman. Je sais que tu l'es, mais les excuses ne changent pas le schéma. Les excuses ne me rendent pas les années que j'ai passées à attendre que tu m'aimes de la façon dont je t'aimais. S'il te plaît, il doit y avoir un moyen de réparer ça. » J'ai regardé mon fils cadet pleurer dans mon salon et je n'ai ressenti que de la pitié. Il y en a un, Bastien, mais il n'implique pas le testament. Le testament n'est que du papier. La vraie solution exigerait que tu me voies comme humaine, et je ne pense pas que tu en sois capable. Il est parti 20 minutes plus tard, vaincu et les mains vides. J'ai regardé sa voiture disparaître dans le crépuscule, et j'ai senti les derniers fils de l'obligation maternelle se dissoudre. Demain, je commencerai sérieusement ma nouvelle vie. Ce soir, je savourerai la douceur de la justice. Enfin, parfaitement servie. Le téléphone a de nouveau sonné, mais je n'ai pas répondu. J'avais mieux à faire que de gérer Hélène. 3 mois plus tard, je me tenais dans le hall principal du refuge de l'Aurore, regardant Brigitte arranger des fleurs fraîches sur le bureau de la réception. Les jonquilles commençaient tout juste à éclore. Le début du printemps dans la région lyonnaise, plein de promesses et de nouveaux départs. Brigitte était l'une des résidentes, une femme de mon âge qui avait fui un mariage abusif après 35 ans, arrivant avec rien d'autre que les vêtements sur son dos et une vie de peur. « Elles sont magnifiques », lui dis-je en ajustant l'une des fleurs jaunes. « Elles illuminent toute la pièce. » Ma grand-mère disait toujours que les jonquilles étaient des fleurs d'espoir, a répondu Brigitte, sa voix encore douce après des années à parler prudemment. Elles percent le sol gelé quand tout le reste dort encore. Des fleurs d'espoir. J'aimais ça. Le refuge avait accueilli mon don avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Une maison de 4 chambres dans un bon quartier de Lyon. Plus assez d'argent pour faire fonctionner leurs opérations pendant 5 ans, sans se soucier du financement. Edith, la directrice, avait pleuré quand j'avais signé les papiers. « Vous comprenez que cela change tout pour nous », avait-elle dit. « Nous pouvons étendre nos programmes, fournir un logement à plus long terme, offrir une formation professionnelle, vous redonner à ces femmes leur vie. Ce que je ne lui avais pas dit, c'est que je me redonnais aussi ma vie. Mon nouvel appartement était petit, mais à moi. Un 2 pièces à 6 rue du Refuge, à distance de marche du café où Léo et moi nous retrouvions tous les mardis pour le déjeuner. Je n'avais gardé que ce qui m'apportait de la joie. Les livres d'Étienne, la porcelaine de ma grand-mère, la robe rouge qui avait commencé ma révolution, et quelques photos des garçons quand ils étaient petits et encore capables d'amour. Tout le reste avait été donné ou vendu, y compris la bague de fiançailles qu'Antoine avait toujours supposé qu'elle reviendrait à Chloé. Hélène. Edith est apparue dans le couloir, son presse-papiers à la main. La nouvelle arrivée est là. Voudriez-vous l'aider à s'installer? C'était ma partie préférée du bénévolat. Le moment où une femme franchissait notre seuil et réalisait qu'elle était en sécurité. J'avais assisté à des dizaines de ces moments au cours des 3 derniers mois. Chacun un petit miracle de courage et de survie. La femme qui attendait dans la salle d'accueil était plus jeune que moi, peut-être 45 ans, avec des cheveux noirs et le regard vide de quelqu'un qui avait fonctionné sur la peur pendant trop longtemps. Elle s'appelait Jeanne et elle serrait une petite valise comme une bouée de sauvetage.
Bienvenue au refuge de l'Aurore, dis-je en m'asseyant en face d'elle. Je suis Hélène. J'aide les nouvelles résidentes à s'orienter. C'est vrai? A-t-elle demandé, sa voix à peine un murmure. Que je peux rester ici aussi longtemps que j'en ai besoin. Qu'il ne peut pas me trouver. C'est vrai, vous êtes en sécurité ici. Nous avons des systèmes de sécurité, une assistance juridique, des services de conseil. Et plus important encore, vous avez une communauté de femmes qui comprennent exactement ce que vous avez traversé. Jeanne s'est mise à pleurer. Pas les sanglots désespérés du deuil, mais les larmes silencieuses du soulagement. Je lui ai tendu des mouchoirs, et je me suis assise avec elle dans le silence, me souvenant de mon propre moment d'éveil, 3 mois auparavant, dans une cuisine remplie de fumée et de tartes brûlées. « Combien de temps ça prend ?» a-t-elle finalement demandé. « Quoi ? Pour arrêter de se sentir comme si on n'était rien, pour se souvenir de qui on était avant de disparaître dans la définition de quelqu'un d'autre. » J'ai souri. Pour moi, ça a pris environ 62 ans, mais je pense que vous pourriez être plus rapide. Après avoir aidé Jeanne à s'installer dans sa chambre, j'ai marché les 6 rues jusqu'à chez moi dans l'air vif de mars. Lyon se réveillait de l'hiver. Les arbres bourgeonnaient de promesses vertes. La ville bourdonnait de possibilités. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Léo. Dîner dimanche. Je veux te présenter quelqu'un. Quelqu'un. Mon petit-fils sortait avec quelqu'un apparemment et voulait que sa grand-mère la rencontre. La pensée m'a remplie d'une satisfaction chaleureuse qui n'avait rien à voir avec les entremetteuses et tout à voir avec le fait d'être choisie, incluse, valorisée. J'ai répondu par SMS. J'adorerais. Dois-je cuisiner? Dieu non. Allons dans un bon restaurant. Tu as assez cuisiné pour une vie entière. En montant les escaliers de mon appartement, j'entendais de la musique s'échapper du 2B. Ma voisine, Cécile, une professeure de musique à la retraite qui jouait du piano tous les soirs. Elle était devenue une amie inattendue. Cette femme qui vivait seule par choix et s'épanouissait dans sa solitude. Nous prenions le café ensemble la plupart des matins, partageant des histoires et des silences à parts égales. Hélène a appelé Cécile de sa porte alors que je passais. Timing parfait. Je viens encore de faire trop de soupe. C'était la façon de Cécile de prendre soin des gens, prétendant qu'elle avait accidentellement fait trop de nourriture, alors qu'en réalité, elle s'assurait que ses amis étaient nourris. J'appréciais la dignité de la chose, la façon dont elle offrait des soins sans que le bénéficiaire se sente comme une œuvre de charité. J'en veux bien. Laisse-moi prendre du vin. Nous avons mangé dans son salon, entouré de plantes, de livres et du désordre confortable d'une vie bien vécue. Cécile avait 73 ans, ne s'était jamais mariée et rayonnait d'un contentement que je n'avais jamais vu chez aucune de mes amies mariées. Elle était ce que j'apprenais à devenir, complète en elle-même. « Comment vont les garçons cette semaine ?» a-t-elle demandé, sachant qu'Antoine et Bastien appelaient quotidiennement depuis la lecture du testament. Persistant. Antoine s'est présenté au refuge hier, exigeant de parler à Edith de mon état mental. Elle l'a fait escorter dehors par la sécurité. Cécile a ri. J'aime cette femme, Edith, de plus en plus chaque jour. Bastien laisse des fleurs sur ma voiture, des arrangements coûteux, avec des cartes culpabilisantes sur le pardon et la famille. Et comment te sens-tu par rapport à ça? Rien. L'honnêteté m'a surprise. Je ne ressens rien. C'est comme regarder des étrangers jouer la tragédie de quelqu'un d'autre. Bien. Cécile a levé son verre de vin. À ne rien ressentir pour les gens qui n'ont jamais mérité le droit à tes sentiments. Nous avons bu à cela. Plus tard, alors que je me préparais pour le lit dans mon petit appartement parfait, j'ai pensé à la femme que j'étais il y a seulement 3 mois. Cette Hélène avait mesuré sa valeur à la quantité dont les autres avaient besoin d'elle. Avait confondu servitude et amour. Avait cru que se faire plus petite la rendrait en quelque sorte plus précieuse. Cette Hélène savait mieux. Mon téléphone a sonné alors que je me brossais les dents. Antoine, pour la 3e fois cette semaine. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis j'ai écouté le message tout en hydratant mon visage avec la crème chair que je m'étais achetée,
le genre que j'avais toujours jugé trop indulgent, trop égoïste. « Maman, c'est moi. Écoute, je sais que tu es en colère, mais ça a assez duré. Chloé est enceinte. Tu vas être à nouveau grand-mère, et ce bébé mérite de te connaître. Rappelle-moi, s'il te plaît. Un bébé. Un autre petit enfant à aimer et à perdre. Une autre petite personne qui grandirait en apprenant à me voir comme jetable. L'ancienne Hélène aurait rappelé immédiatement, se serait précipitée avec des cadeaux et des offres d'aide, aurait été reconnaissante pour une autre chance de prouver sa valeur. Cette Hélène a supprimé le message. Parce que j'avais appris quelque chose de crucial au cours de mes mois, au refuge, en travaillant avec des femmes qui avaient sûrement survécu aux pires formes d'amour. Le véritable amour ne vous demande pas de disparaître. Le véritable amour ne vous diminue pas, n'exige pas votre silence, ne vous punit pas pour prendre de la place. Le véritable amour vous voit comme pleinement humaine, digne de respect, de considération et de gentillesse élémentaire. Mes fils n'avaient jamais appris à m'aimer. Ils avaient appris à m'utiliser, à m'exploiter, à extraire ce dont ils avaient besoin, en donnant le moins possible en retour. Et je l'avais permis, confondant leur prise avec de l'amour, leur commodité avec de l'affection. Plus maintenant. Le lendemain matin, j'arrangeais des dons dans la salle des vêtements du refuge quand mon téléphone a sonné. Le numéro de Léo. « Salut, mon chéri. »« Mamie. » Sa voix était tendue. « Papa m'a appelé à propos de la grossesse de tante Chloé. Il veut que je te convainque de le rappeler. »« Et que lui as-tu dit ?»« Je lui ai dit que je n'étais pas son messager. »« Mais mamie, il a vraiment du mal. Il a perdu son emploi la semaine dernière. Quelque chose à voir avec le fait d'être trop distrait pour bien performer. Et le mariage d'oncle Bastien s'effondre. Tante Amélie a déménagé. J'ai senti une lueur de quelque chose. Pas de la culpabilité exactement, mais une ombre de mon ancien conditionnement. Puis je me suis souvenu du groupe de discussion. Au moins, quand elle mourra, nous n'aurons plus à faire semblant de nous soucier de ses sentiments. Je suis désolée qu'ils aient des difficultés, dis-je, et je le pensais. Mais leurs problèmes ne sont plus les miens à résoudre. Je sais. Je voulais que tu saches que je ne te blâme pour rien de tout ça. Ils se sont fait ça à eux-mêmes. Merci, Léo. Cela signifie tout pour moi. Après avoir raccroché, j'ai continué à trier les vêtements avec des mains stables. Un pull rouge qui serait magnifique sur Brigitte. Un tailleur qui pourrait aider l'une de nos résidentes à trouver du travail. Une veste d'enfant qui me brisait un peu le cœur, donnée par une mère qui avait fui avec rien d'autre que ses enfants et son courage. Chaque article était une histoire, une vie perturbée et reconstruite, comme la mienne. Ce soir-là, je me suis assise dans mon salon, avec une tasse de thé et l'exemplaire d'Étienne de Middlemarch, un livre que j'avais toujours eu l'intention de lire, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps, quand j'étais occupée à gérer les besoins de tout le monde. La lumière de ma lampe de lecture dorait les pages, et dehors, par ma fenêtre, la ville bourdonnait du doux bruit des gens vivant leur vie. J'ai pensé au message vocal d'Antoine, au bébé qui allait naître, aux réunions de famille auxquelles je n'assisterai plus jamais. Il y avait de la tristesse là-dedans, mais pas de regret. Certaines portes, une fois fermées, ne devraient jamais être rouvertes. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Edith. Nouvelle famille arrivant ce soir. Mère avec 3 enfants fuyant la violence domestique. On aurait besoin de ton aide demain pour l'accueil. J'ai répondu par SMS. Je serai là. Parce que c'était ma famille maintenant. Ces femmes et ces enfants qui comprenaient le coût de la survie, qui savaient que parfois l'amour signifie partir, qui apprenaient ce que j'avais appris, que votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous pouvez endurer, mais par ce que vous êtes prête à exiger. Les jonquilles dans ma jardinière fleurissaient, perçant les dernières étreintes de l'hiver avec une beauté déterminée. Des fleurs d'espoir. Les avait appelées Brigitte. J'ai touché la vitre et j'ai souri. Demain, il y aurait de nouvelles histoires, de nouveaux départs, de nouvelles femmes découvrant leur propre force. Et je serai là pour être témoin de tout cela, libre, entière, et enfin, complètement moi-même. La femme qui avait appris à ses fils ce qu'il ne fallait pas devenir
était devenue exactement celle qu'elle était censée être.